Si vous le voulez bien, on peut peut-être commencer par essayer de donner sens à cette expression, long mourir. Dans long mourir, il y a tout d'abord mourir, qui est une notion objective et sans ambiguïté, qui veut dire quitter la vie. Il y a également long, qui, elle, en revanche, est une notion très subjective. En effet, long pour qui ? Long pour quoi ? Long par rapport à quoi ? C'est quoi un mourir de durée normale ? À partir de quand cela commence à être long, à mourir ? L'arrêt cardiaque brutal semble souhaité par moult personnes, car ainsi dit-on, on a le temps de se rendre compte de rien. Mais est-ce vraiment si sûr qu'il s'agit là de la mort idéale ? Idéale entre guillemets, bien évidemment. Pas de préparation, pas de revoir possible. Finalement, long mourir est une expression qui semble bien loin d'être univoque. Et pourtant, on l'entend régulièrement. Certes, pas nécessairement sous cette forme, mais plutôt sous celle de propos que vous reconnaîtrez vous-même pour les avoir entendus. Je n'en peux plus. C'est trop long. C'est insupportable. Ça n'en finit pas. Ce n'est plus une vie, etc., etc. Puis-je vous faire remarquer au passage que ces propos émanent bien plus souvent de la bouche de l'entourage ou des soignants que de celle du patient. Et ce n'est pas forcément parce que ce dernier n'est plus en état de les formuler. Puis-je par ailleurs, sans malice aucune, mais avec un simple sens de l'observation, attirer votre attention sur le fait que la remarque que je viens de faire s'applique également aux demandes d'euthanasie. À savoir donc que ces demandes aussi émanent plus souvent de la bouche de l'entourage que du patient lui-même. Dernière remarque enfin, celui ou celle qui formule ces propos se sent parfois rapidement coupable et rajoute alors « je ne devrais pas dire ça, mais vous me comprenez, n'est-ce pas ? Ce n'est pas du tout que je sois pressé qu'il meure, mais… » Puis confusion. La personne réalisant que si, c'est bien au fond de cela dont il est question. Sauf que, et la nuance est de taille, la mort n'est pas souhaitée alors en tant que telle, mais simplement parce qu'il ne semble y avoir qu'elle pour mettre fin à des souffrances insupportables. Mais si l'on parvenait à soulager ces souffrances, à les rendre tout du moins supportables, qu'en serait-il ? Et puis, de quelle souffrance au juste s'agit-il ? De celle du patient et seulement de celle-ci ? Ou bien de celle de la personne qui a tenu ses propos ? Ou bien encore des deux ? Il serait peut-être important chaque fois de se poser ces questions et de tenter d'y apporter réponse. Essayons de voir ce qu'exprime la famille dans ces situations-là. On entend parfois des phrases telles que « je ne la reconnais plus, elle qui était si active, si coquette ». Vous croyez que c'est une vie ? Mais sa vie n'a plus de sens. Et elle est où la dignité dans tout ça ? Je ne supporte plus de le voir souffrir comme ça. Ça sert à quoi de le prolonger ainsi ? On a alors l'impression, à travers ces propos, qu'on est dans une sorte de non-vie. Mais cette non-vie, sur quoi peut-elle bien reposer concrètement ? Plusieurs éléments, je crois, nous permettent de la décrire. Tout d'abord, la modification du corps, puis la perte d'autonomie, l'existence de symptômes pénibles et enfin le contexte environnemental. Revenons juste un peu sur chacun de ces éléments. La modification du corps, tout d'abord. Elle est parfois si extrême qu'elle peut aller jusqu'à renvoyer l'image d'un corps mort, et pourtant vivant. Mais
si difficile en tout cas à regarder, à toucher, voire à sentir. On a parlé ensuite de perte d'autonomie, et celle-ci peut être physique ou psychique. Physique avec une diminution de la mobilité qui peut mener à la grabbatisation et ou du contrôle des sphincters conduisant à l'incontinence. Psychique, surtout dans ce qui constitue une gêne à la communication, à savoir les troubles de la conscience, la confusion, la désorientation temporospatiale, les troubles mnésiques. C'est si difficile à vivre, un patient qui ne reconnaît plus ses proches. L'ambivalence, les troubles du comportement, tels que la régression, l'agressivité, la désinhibition. À côté, ou en plus de la modification du corps et de la perte d'autonomie, il peut y avoir aussi très préjudiciable pour le confort et donc la qualité de vie du patient, les symptômes pénibles, la douleur physique, mais aussi les nausées et vomissements, l'angoisse de mort, la difficulté à respirer avec l'existence possible de râles agoniques, souvent d'ailleurs plus gênants pour l'entourage au sens large que le patient. N'oublions pas enfin, pour expliquer cette non-vie, le contexte, avec une médicalisation parfois importante, en institution ou à domicile, avec l'introduction d'un lit médicalisé, de tuyaux en tout genre, toutes choses qui peuvent, vous le savez bien, limiter le contact du patient avec son entourage. Tous ces éléments se conjuguent évidemment de façon très différente d'une situation à l'autre. Parfois restreints, ils peuvent aussi se cumuler et offrir alors un tableau difficile à surmonter, surtout quand il s'agit d'un être aimé. Après le savoir, on a dit qu'on passerait au savoir-faire. Alors dans ce domaine, il y a tout d'abord l'indispensable évaluation globale et interdisciplinaire. Mais cela, vous le savez, et je n'en parle que pour citer un élément qui me semble particulièrement essentiel. C'est de poser aux patients la question « Qu'est-ce qui est le plus pénible pour vous ?» En sachant que c'est précisément sur cet élément, de nature d'ailleurs parfois inattendue, qu'il faudra faire prioritairement porter ses efforts. Dans le savoir-faire, il y a également tout ce qui concerne le traitement de la douleur physique et des autres symptômes pénibles, avec des notions très importantes telles que les prescriptions anticipées personnalisées ou le traitement des preuves. On se doit, avec l'accord du patient, de tout mettre en œuvre pour le soulager, à l'aide du savoir précédemment évoqué. Il faudra cependant veiller à ne pas méconnaître les limites de ce savoir, et ce tant au niveau de son contenu que de sa mise en place, et donc forcément des résultats espérés. En cas de risque vital immédiat ou de symptômes incontrôlables, il y a également le recours possible à la sédation. Enfin, il semble éthiquement indispensable d'éviter tout acharnement, et ce tant au niveau des investigations, y compris parfois les simples, entre guillemets, prises de sang et la surveillance des constantes, tant donc au niveau des investigations que des thérapeutiques et de l'alimentation. Attention à l'acharnement nourricier. Il faudrait savoir peser au plus juste bénéfices et préjudices pour le patient en laissant ce dernier, quand il le peut, seul juge de la valeur des choses. Alors, que faire? Voire aussi peut-être que ne pas faire. Imaginons un découpage entre guillemets, en 3 registres: savoir, savoir-faire, savoir-être. Le premier tout d'abord, le savoir. Il y a bien certaines choses que l'on sait, celles qu'on aura apprises ou échangées au cours de formation, celles lues dans les livres, ou mieux encore celles vécues sur le terrain. Mais ne faut-il pas plutôt commencer par tout ce que l'on ne sait pas et qui est néanmoins ce sur quoi on est régulièrement questionné? Vous allez comprendre. Il s'agit du comment, du pourquoi, et surtout dans combien de temps vous pensez que,
Il existe bien des durées moyennes de vie, estimées dans le contexte d'une pathologie donnée selon une évolution donnée, mais ce ne sont que des moyennes. Il faudrait donc sans doute pouvoir résister à la tentation de donner une indication précise en ce sens. Attention au compte à rebours. Savoir faire partager en revanche un ressenti de gravité, encourageant alors la famille à dire et ou faire ce qui semble important pour le patient tant qu'il est encore possible de le faire. Ceci étant dit, il y a quand même ces choses que l'on sait et que l'on a pu observer. Par exemple, le soudain mieux aller avant la fin, appelé parfois chant du cygne. Celui-là même qui fait bien humainement, mais souvent déraisonnablement, espérer les familles, alors qu'il faudrait peut-être le prendre juste pour ce qu'il est et le savourer pleinement. Plus facile sans doute à dire qu'à faire lorsqu'on n'est pas concerné dans sa chair. On connaît aussi les signes d'agonie, tels que les marbrures sur les membres, la modification du rythme respiratoire, l'apparition d'un voile sur les yeux, le pincement des narines, etc. Qui, enfin, n'a pas été confronté au moins une fois à la durée contre toute attente? Vous savez, ces patients qui n'en finissent pas de durer alors que M. Higgins se disait ce matin, ces mourants qui ne meurent pas. Alors une explication parfois se profile, une date anniversaire, la venue d'une personne chère. Mais si l'on ne trouve rien, faut-il s'acharner pour autant à vouloir absolument comprendre le pourquoi de cette prolongation? Il existe enfin un savoir très important qu'il ne faut pas occulter, celui qui s'attache pour les soignants au soulagement des symptômes pénibles de fin de vie. Pour chacun de ces symptômes, il existe différentes thérapeutiques ou petits moyens non invasifs et susceptibles de soulager le patient. J'y reviendrai dans quelques instants. Terminons par le savoir-être. Que retenir d'essentiel dans la situation de long mourir? Eh bien, sûrement le soutien du patient, mais aussi celui de sa famille et des soignants. Il y a toujours un risque de maltraitance en cas d'épuisement de l'entourage, entourage au sens large. Il y a aussi le respect au plus près du choix du patient quant au thérapeutique au lieu de son décès. Il faudrait peut-être aussi pouvoir se satisfaire de ne pas tout comprendre, d'accepter qu'un patient meure dans la révolte et non dans la sérénité, de laisser les membres d'une famille non réconciliés. Pensez peut-être aussi à l'encouragement si besoin et si cela est possible, au laisser partir, au lâcher prise. Accepter enfin de ne pas forcément pouvoir être là pour recueillir le dernier souffle. N'avez-vous d'ailleurs pas déjà noté que certains patients prennent parfois un malin plaisir à tirer leur révérence juste le temps d'une absence? En conclusion, parce qu'il faut bien conclure, que dire? La mort, a priori, existera toujours, et cela, il nous faut bien l'accepter, car elle est inhérente à notre condition humaine. Pourquoi ne pas alors, et si possible dès notre plus jeune âge, pour nous c'est un peu tard, mais pour nos enfants peut-être, tenter de l'apprivoiser? M. Higgins se disait ce matin que notre mission pourrait être d'aider notre temps, notre société à se réconcilier avec la mort. C'est la même idée. Peut-être que nous parviendrions ainsi, je dis bien peut-être, à mieux accepter ce temps du mourir, si long soit-il. À nous de tout mettre en œuvre afin que ce temps soit aussi confortable que possible pour ceux qui le vivent, celui ou celle qui va mourir, bien sûr, mais aussi ceux qui l'entourent, les futurs endeuillés. Si nous savons prêter à ce temps du mourir toute l'attention qu'il mérite, peut-être alors ne nous priverons pas des richesses qu'il est susceptible de nous faire partager. Peut-être parviendrions-nous également à ne pas entretenir, voire faire disparaître, on peut rêver,
le sentiment d'indignité qui fait parfois tant de ravages, pour ne laisser place qu'à la dignité immuable, ontologique, je vous rappelle, dixit M. Ricot ce matin, donc cette dignité inhérente à chaque être humain. Et je terminerai enfin par ces quelques mots. Toutes ces réflexions sont en quelque sorte un début probable de réponse à notre quête de sens en ce qui concerne le long mourir, si tant est que cette quête soit légitime. Aucun soignant sensibilisé aux soins palliatifs ne devrait en tout cas, et sans doute, faire l'économie d'une méditation sur les dangers du désir plus ou moins conscient de maîtrise. Merci de m'avoir écouté.